Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve donc en direct sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue à tous nos auditeurs et téléspectateurs avec Vincent Hervouette du service international d'Europe 1, avec Eugénie Bastier du Figaro. Bonsoir Eugénie. Alexandre Devecchio, également rédacteur en chef dans le même quotidien, et Christian Proto, ancien officier de l'armée de terre. On évoque bien sûr la situation en Ukraine. On va évoquer aussi l'impact que cette crise va avoir sur les prix dans notre pays. Bruno Le Maire évoque un choc pétrolier comparable à celui de 73. Ça laisse évidemment augurer des moments difficiles pour notre pays, notamment sur la hausse des prix de l'énergie. Mais d'abord, retour sur le terrain. On va partir à Kilia, une ville où il y a un certain nombre de Français, un couple français notamment, qui est resté car il a une entreprise là-bas. Reportage de Jeanne Cancard. Donc là, tout est prêt. Dans son salon, Ksenia a rassemblé ses principales affaires en cas de départ précipité. Parce qu'on ne sait pas combien on va rester longtemps dans la voiture. Cette Ukrainienne vit à Kilia avec son mari Christophe, un Français expatrié en Ukraine, et leurs 2 enfants. Située au sud-ouest d'Odessa, leur ville est pour l'instant épargnée par les frappes russes. Mais la famille se tient en alerte. On reste là tant que c'est pas trop dangereux. Et dès que c'est dangereux, la remorque est prête, on met les affaires dans la remorque, le camion est prêt et on s'en va. Dans leur maison, une nouvelle routine s'est installée. La journée, les 2 parents sont éveillés et scrutent les informations à la télévision. La nuit, leurs enfants prennent le relais. Il y a Théo qui a 12 ans de 7h, 8h le soir jusqu'à 3h du matin. Et puis Arsène, le plus grand, qui est le plus évolué, du fait qu'il a presque 18 ans, il prend de 3h jusqu'à 8h du matin. Parce qu'on veut savoir si ça arrive quelque chose tout de suite, qu'on n'ait pas de temps de réagir. Cette famille vit avec l'angoisse que l'armée russe débarque dans leur ville par la mer Noire. Un quotidien qui les fait réfléchir à l'issue possible de ce conflit. Comme je dis à Ksenia, quand il y a des alertes à la bombe et tout, on est tous les 4. S'il y a une bombe qui tombe là, on est tous les 4 morts. C'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est qu'il y en a un qui reste et que c'est malheureux les enfants. Dans leur village, il n'y a presque plus d'approvisionnement en nourriture et médicaments. Christophe et sa famille ne savent pas combien de temps ils pourront survivre ici. Voilà pour ce reportage d'Antoine Estève, Stéphanie Rouquier et commenté par Jeanne Cancard. Effectivement, ce quotidien, Vincent Hervouette, rythmé par les informations à la télé, les éventuels, le débarquement éventuel des troupes russes par la voie maritime. Ce qui est très extraordinaire, je vais vous dire. Résonne terriblement. Vous voyez, cette famille, ils sont épatants, mais ils sont donc scotchés à la télé pour avoir les infos. Donc d'abord, c'est une guerre où il y a l'électricité et la télé. Dans certaines villes, pas dans toutes. Non, mais je veux dire, en général, dans la guerre, les gens sont obsédés par la recherche d'informations. La première chose que font et les combattants et les civils, c'est de se tenir informés. Où est-ce qu'est la ligne de front ? Comment est-ce que les négociations avancent? Tout ça est entouré d'un brouillard. Il est très difficile de se faire une idée. Vous avez toutes sortes de rumeurs tournantes. Il y a la guerre de l'information, évidemment, qui en plus égare les uns et les autres. Mais donc l'obsession du civil, c'est de se tenir informé, que ce soit dans l'abri, que ce soit chez lui, que ce soit au contraire quand il prend la route pour essayer de fuir. Et donc, moi je me rappelle à Beyrouth, par exemple en 82, vous avez des marchands de type qui avaient fait vraiment des affaires, parce qu'ils vendaient des petits postes de radio qu'il avait importés de Chine, qui avaient une durée de vie très courte, les piles étaient à moitié vides, mais les gens achetaient des petits postes de radio pour se tenir au courant. C'est pas le cas. Là, maintenant, c'est chez soi, avec la télé. Et qu'est-ce qu'on voit dans la télé? On voit le président Zelensky, parce que c'est un président qui fait 3-4 vidéos par jour, et pour galvaniser les gens, pas leur donner beaucoup d'infos, mais leur dire faut tenir le coup. C'est très curieux comme les Occidentaux qui ne l'aident pas assez, qui n'envoient pas assez de matériel militaire. Il est toujours dans le poste. Alors, Eugénie Bastier. Oui, on le voit sur ces scènes de cette guerre moi, ce qui m'intéresse, c'est cette guerre informationnelle qui est au cœur effectivement de la vraie guerre, de la guerre physique. On le voit, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait s'attendre en 2022 dans une économie mondialisée à ce que chacun finalement ait la même information grâce aux réseaux sociaux, grâce finalement à l'économie mondialisée. Et en fait, il n'en est rien. On voit bien que du point de vue, de là où on a des informations très très différentes. Et donc il y a des biais. Si vous lisez par exemple les médias russes, qu'est-ce qui se dit
c'est vraiment une bulle de filtre complètement différente de ce que nous on peut concevoir. Par exemple, dans les médias russes, par exemple, vous pouvez lire que si Poutine n'était pas intervenu en Donbass, il y aurait des armes biologiques qui auraient été développées par l'Ukraine et que probablement le Donbass aurait été attaqué à coups d'armes biologiques. C'est ce que vous pouvez lire, par exemple, dans la Pravda, qui existe encore, avec un autre nom qui s'appelle comme Sokol Pravda, qui a un autre nom et qui est l'héritière de la Pravda communiste et qui est effectivement la vérité. Et qui est toujours au service du pouvoir, évidemment. Et c'est assez impressionnant, si vous lisez les médias russes, de voir à quel point ils développent un récit complètement différent et alternatif de celui de l'Occident. Et les Russes, on le sait aujourd'hui, n'ont plus accès très peu aux médias alternatifs, notamment dans la population qui n'est pas éduquée, qui n'est pas dans les centres-villes. Et ça crée des récits totalement différents. Et on voit bien que cette guerre de l'information est au cœur aujourd'hui de cette guerre réelle qui est en train de se jouer en Ukraine. Ça a toujours été, Christian Proto, la guerre de l'information. Comme Le Monde, Radio Paris-Mans, pendant l'occupation. Donc, Radio Paris est allemand. Il y avait et Radio Paris est allemand et Radio Paris-Mans. Donc il y a toujours eu, que ce soit par des papiers, par des écrits sur le mur, par la radio quand elle était possible, il y a toujours eu cette guerre de communication qui effectivement est amplifiée du fait des outils que l'on possède et qui fait que, même si j'ai bien aimé votre terme de les médias, c'est pas beaucoup dans les. C'est vrai que plus d'un, ça fait les. Ils sont deux. Mais je crois qu'apparemment, Poutine a supprimé tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il y a plusieurs médias, mais ils sont tous affidés pour le moment. Voilà, il n'y a plus de médias libres et indépendants. Officiels, disons. Tout à fait. Voilà. Alexandre Devecchio. C'est intéressant dans la guerre de l'information. Elle est menée aussi ici, puisque Ursula von der Leyen a fait fermer RT et Sputnik, qui étaient des chaînes en lien, disons, avec le en disant que c'était des organes de propagande. En disant que c'était des organes de propagande. On peut se demander si l'Occident a vraiment à y gagner là-dessus. Je pense qu'elle devrait montrer que le pluralisme et la démocratie est de son côté et pas forcément s'inquiéter de ces chaînes qui ont une audience minimale. Et par ailleurs, il y avait des journalistes avec la carte de presse française. Donc je pense que c'est faire un cadeau à Vladimir Poutine qui aura beau jeu de dire regardez, ils ferment nos chaînes, ils nous attaquent, ils sont pas plus démocrates que nous. C'est le principe des sanctions, Eugénie Bastier. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est comment sont instrumentalisées chaque parole occidentale. Par exemple, les propos de Bruno Le Maire sur les sites d'information russes sont énormément repris en disant regardez, il y a même des montages. Ce que racontait Emmanuel Carrère dans son superbe reportage dans l'Obs qu'il faut lire, parce qu'il était à Moscou pendant le déclenchement des événements. Et il dit qu'à la télé, il y avait des montages où on voyait Goebbels et avec Bruno Le Maire en disant il faut faire plier les Russes, etc. Donc tous ces propos, les propos très très durs de Bruno Le Maire sur l'effondrement économique sont repris par la propagande russe pour dire regardez, ils veulent vous faire mourir de faim, ils veulent vous mettre à genoux, etc. Donc ça crée effectivement une sorte de patriotisme en réaction. Donc c'est pour ça que les dirigeants occidentaux doivent être mesurés dans leur prise de parole aussi pour anticiper la manière dont ils peuvent être repris par la propagande de l'autre côté du mur, j'allais dire. Vincent Herouet, du mur. Non, mais c'est vrai que ça a donné des bois pour se faire battre. Vraiment, je pense que le pauvre Bruno Le Maire, on va lui reprocher cet aveu pendant des années. Il a été maladroit, c'est moins qu'on puisse dire. Surtout que le pire de sa maladresse, c'est que ce qu'il disait était vrai. C'est ça vraiment qui est épouvantable, c'est qu'il avait raison. C'est effectivement une sorte de guerre indirecte qu'on fait non seulement à Vladimir Poutine, mais à la Russie et donc aux Russes. Et ils vont le payer cher. Et l'idée, c'est de leur faire payer le plus cher possible. Mais bon, la vérité, première victime de toute guerre, la propagande, c'est vrai qu'il y en a à l'Occident. Moi, je me rappelle des mensonges éhontés d'un nommé Jimmy Shea, qui a totalement disparu, qui est retourné à son néant une fois que la guerre a été finie, qui était le porte-parole de l'OTAN pendant les bombardements du Kosovo. Les 78 jours de bombardement du Kosovo, c'était extravagant. Et tout le monde se rappelle les fioles. Il y a toujours de la propagande, et elle est parfois énorme. En Russie, elle est énorme. Plus ça passe. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve tous les quatre dans un instant. On partira à Kiev où un photographe français nous racontera l'ambiance dans la capitale ukrainienne qui est toujours encerclée par les forces russes. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.